Ibrahim Traoré en danger. Poutine agit dans l'ombre face à la trahison de l'Union africaine. Le soleil se levait sur Ouagadougou, mais une tension inhabituelle régnait dans la capitale. Dans le bureau présidentiel, un téléphone vibrait, sans relâche, tandis que les conseillers d'Ibrahim Traoré échangeaient des regards inquiets. Le jeune président du Burkina Faso, connu pour sa discipline militaire, n'était pas apparu à la réunion matinale du cabinet. Il a annulé tous ses rendez-vous sans explication, murmura Amadou, son chef de cabinet en reposant le combiné. Ce n'est pas dans ses habitudes. La nouvelle se propagea rapidement dans les couloirs du pouvoir. À 37 ans, Ibrahim Traoré, le plus jeune chef d'État au monde, ancien capitaine devenu président à la suite d'un coup d'État contre un autre militaire, avait mystérieusement disparu de la scène publique. Les médias officiels restaient muets, alimentant les spéculations. Au marché central de Ouagadougou, Fatoumata disposait ses tomates tandis que la radio diffusait des chants patriotiques, sans mentionner le président. « On parle d'un attentat », chuchota une cliente. « Non, c'est une maladie grave », rectifia une autre. « Mon cousin travaille à la présidence, il dit que personne ne l'a vu depuis hier soir. » Un jeune homme s'approcha baissant la voix. « J'ai vu une vidéo en ligne. Des soldats étrangers auraient encerclé un aéroport militaire hier soir. » Les rumeurs s'amplifiaient. Coup d'État, opération secrète, les hypothèses se multipliaient. À la présidence, les téléphones sonnaient sans cesse. Les ambassades étrangères réclamaient des informations que personne ne semblait détenir. À des milliers de kilomètres, dans un bureau du Kremlin à Moscou, un officier en uniforme tendait un rapport confidentiel à son supérieur. La première page portait l'inscription « Alerte Burkina Faso, priorité maximale, opération en cours, protection immédiate ». Le document circula jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir russe. Sans un mot, un ordre fut donné. Quelques heures plus tard, un avion cargo sans marquage décollait d'une base militaire près de Moscou. Sa destination absente des plans de vol officiels. À Ouagadougou, la tension grimpait. Mamadou Ouedraogo, proche conseiller de Traoré, ne répondait plus aux appels. Sa famille signalait sa disparition, mais la police semblait paralysée. Devant le Parlement, un petit groupe de manifestants s'était formé, criant « Où est notre président ?» La police observait sans intervenir, comme si elle attendait, elle-même, une réponse. Dans un café voisin, un journaliste reçut une vidéo anonyme montrant les dernières images connues d'Ibrahim Traoré. On le voyait monter dans un véhicule noir aux vitres teintées, entouré de gardes non identifiables, s'éloignant à vive allure. La vidéo, datée de la veille au soir, révélait un homme tendu mais déterminé. À la frontière avec le Mali, des témoins rapportèrent des mouvements suspects. Des véhicules militaires sans immatriculation avaient été aperçus. Une rumeur circulait. Traoré aurait trouvé refuge dans une base militaire sous protection étrangère. À la tombée de la nuit, Ouagadougou était devenue une ville de murmures. Les restaurants étaient presque vides, les rues désertes, contrairement à l'ordinaire. Chacun restait chez soi, rivé à son téléphone ou sa radio, dans l'attente d'une nouvelle qui ne venait pas. Le silence officiel était assourdissant. Dans les ambassades occidentales, des dossiers sensibles étaient discrètement refermés. À l'ONU, des réunions informelles se tenaient à huis clos. Personne ne savait où était Ibrahim Traoré, mais beaucoup semblaient en deviner ce qui se tramait dans l'ombre. Le deuxième jour de sa disparition, un journaliste d'investigation burkinabé, Abdou Kader Traoré, sans lien avec le président, reçut un message crypté. Les documents joints, s'ils étaient authentiques, révélaient l'impensable. 3 pays membres de l'Union africaine avaient secrètement négocié l'éviction de Traoré avec des puissances étrangères. Connu pour son intégrité, Abdou Kader vérifia l'authenticité des documents auprès de sources fiables. Tout indiquait que le président avait été victime d'une trahison orchestrée au plus haut niveau. Ces documents prouvent que le général Moussa Diallo a transmis les itinéraires de sécurité du président à des agents étrangers, expliqua-t-il à sa rédactrice en chef qui pâlit en parcourant les pages. Diallo, pourtant l'un des plus proches alliés militaires de Traoré, avait soutenu sa prise de pouvoir. « Si nous publions, c'est la guerre civile », murmura-t-elle. « Vérifiez encore, tout peut être falsifié de nos jours. » Pendant ce temps, à Paris, une journaliste française, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, publiait un article retentissant « Le président burkinabé Ibrahim Traoré
trahie par son entourage. Sans nommer ses sources, elle évoquait une opération coordonnée impliquant plusieurs pays occidentaux et africains pour déstabiliser le régime de Traoré. Jugé trop proche de Moscou, à Addis Abeba, siège de l'Union africaine, une conférence de presse extraordinaire fut convoquée. Le porte-parole, mal à l'aise, évitait de prononcer le nom de Traoré, se contentant de parler de situations préoccupantes et de processus démocratique à respecter. Les journalistes notèrent l'absence de représentants de certains pays habituellement loquaces. Dans une salle sécurisée du Kremlin, des analystes russes décodaient des communications interceptées entre ministres africains et représentants d'une puissance occidentale. Les discussions portaient sur un changement nécessaire et une transition pacifique. Un nom de code revenait, Opération Nettoyage. L'ambassadeur russe au Burkina Faso déclara sobrement « La Fédération de Russie n'acceptera pas le renversement illégal d'un gouvernement légitime par des forces extérieures. » À Ouagadougou, la tension montait. Des milliers de jeunes descendèrent dans les rues, brandissant des portraits de Traoré et des drapeaux russes. Le sentiment anti-occidental et anti-élites africaines traditionnelles se cristallisait autour du jeune président disparu. Issouf, un adolescent de 16 ans, publia une vidéo depuis son quartier populaire. Ils ont peut-être fait tomber Traoré, mais ils ne feront pas tomber le peuple. Si notre président tombe, c'est tout le peuple qui se lèvera. La vidéo devint virale, partagée par des centaines de milliers de personnes en Afrique francophone. Le soir même, une fuite massive de messages internes du ministère des Affaires étrangères d'un pays voisin confirma les soupçons. Plusieurs gouvernements africains avaient participé à une opération pour neutraliser Traoré, perçu comme une menace régionale en raison de son discours anti-impérialiste et de ses liens avec la Russie. Dans les rues de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, des manifestants peignaient d'immenses fresques à l'effigie de Traoré. Son visage devenait le symbole d'une Afrique résistante, refusant les injonctions extérieures. À l'ONU, la Russie demandait une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, tandis que des pays occidentaux tentaient de temporiser, évoquant les affaires internes du Burkina Faso. Le général Diallo, accusé de trahison, apparut brièvement à la télévision nationale pour démentir les rumeurs calomnieuses et appeler au calme. Son regard fuyant et son discours précipité ne convainquiraient personne. Dans la salle de rédaction d'Abdou Kader, les confirmations s'accumulaient. La trahison venait de l'intérieur. Tard dans la nuit, des habitants de Koudougou, 3e ville du Burkina Faso, aperçurent un convoi de camions militaires sans un signe entrant discrètement. « Ce ne sont pas des nôtres », chuchota un veilleur de nuit. « Regarde leur façon de se déplacer, ce sont des professionnels. » À Moscou, Vladimir Poutine faisait une rare apparition publique pour inaugurer un monument. Interrogé sur la situation au Burkina Faso, il esquissa un sourire énigmatique. La Russie soutient les peuples défendant leur souveraineté contre les ingérences étrangères. Parfois, la justice nécessite des actions discrètes. Cette déclaration ambiguë fit le tour du monde. Un rapport confidentiel du renseignement français, fuité dans certains médias, confirmait les soupçons. Des unités spéciales russes, probablement liées au groupe Wagner, étaient présentes au Sahel depuis des semaines, bien avant la disparition de Traoré. Une opération préventive était en préparation. À Ouagadougou, le colonel Salif Bandéogo, qui s'était opposé à l'influence russe dans l'armée burkinabé, fut porté disparu. Sa famille signala son absence, mais les autorités restèrent silencieuses. Dans un quartier périphérique, une unité de police découvrit une maison abandonnée servant de base clandestine. À l'intérieur, des documents partiellement brûlés révélaient un plan nommé « Succession démocratique », visant à remplacer Traoré par un dirigeant plus aligné sur les intérêts occidentaux. La police quitta les lieux précipitamment, visiblement troublée par cette découverte. L'équipe de sécurité rapprochée de Traoré fut entièrement remplacée par de nouveaux visages. Les communications avec l'extérieur étaient coupées. Un ancien agent des services de renseignement confia anonymement. C'est une procédure classique de protection renforcée. Ils l'ont isolé pour le protéger. Une conversation téléphonique enregistrée clandestinement entre un diplomate occidental et un fonctionnaire burkinabé fuita sur les réseaux sociaux. On y discutait d'une transition de pouvoir assisté et de garantie post-fonction pour Traoré s'il démissionnait volontairement.
Fatoumata, vendeuse au marché central, suivait ces développements avec angoisse. « Mon fils est dans l'armée », confia-t-elle à sa voisine. « Il dit que les Russes sont partout, mais qu'ils protègent Traoré contre ceux qui veulent le renverser. Je ne sais plus qui croire. » À la frontière malienne, des hélicoptères sans marquage étaient signalés, ainsi que des hommes blancs discrets, différents des conseillers occidentaux habituels. Abdou Kader reçut un message cryptique d'une source fiable. Il est vivant, protégé, isolé. Attendez, voyez. Il publia un article prudent, ravivant l'espoir parmi les partisans de Traoré. Sur les réseaux sociaux, le hashtag « et je suis Traoré » explosait, partagé des millions de fois à travers l'Afrique et au-delà. Des manifestations de soutien s'organisaient dans plusieurs capitales africaines. À Paris, Londres et Washington, la diaspora africaine dénonçait l'ingérence néocoloniale. Les services de renseignement occidentaux perdirent la trace des événements au Burkina Faso. Les sources habituelles se taisaient ou fournissaient des informations contradictoires. Un document interne du ministère russe de la Défense, classé secret, mentionnait une « opération spéciale de protection souveraine » portant la signature de Poutine. Cette information invérifiable ajoutait une nouvelle dimension à la crise. À Ouagadougou, les jours passaient dans une tension croissante. Les partisans de Traoré s'organisaient, prêts à défendre leur président contre toute tentative de coup d'État. Les ambassades occidentales conseillaient à leurs ressortissants de quitter le pays. Le 10e jour après la disparition de Traoré, l'aéroport international de Ouagadougou fut soudainement fermé sans explication. Les vols furent détournés, le personnel non essentiel évacué. Un silence étrange enveloppa les pistes. À midi précis, un avion sans marquage atterrit discrètement. Aucun plan de vol n'avait été déposé. Les rares témoins décrivirent un jet d'affaires modifié pour un usage militaire. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. En quelques minutes, des milliers de personnes convergèrent vers l'aéroport, bravant des barrages de police qui s'effaçaient face à la détermination populaire. La porte de l'avion s'ouvrit lentement. Ibrahim Traoré apparut, vêtu de son uniforme militaire, descendant les marches avec une assurance tranquille. Son escorte, composée d'hommes en tenue de combat sans insigne, portait un équipement sophistiqué inconnu de l'arsenal burkinabé. La foule explosa de joie, entre cris et applaudissements. Des femmes pleuraient, des hommes brandissaient des drapeaux. Traoré s'écarta de son escorte et marcha vers la foule massée derrière les barrières. « Je suis revenu parce que c'est ici ma place avec vous, mon peuple », déclara-t-il simplement, serrant des mains et embrassant des enfants soulevés par leurs parents. L'émotion était palpable, presque électrique. Derrière lui, un officier déploya une bannière portant l'inscription « Souveraineté totale », hissée à côté du drapeau national. Ce geste déclencha une nouvelle vague d'acclamations. Face aux questions des journalistes, Traoré resta évasif sur les circonstances de sa disparition. La trahison a été exposée. Le peuple a gagné. L'histoire retiendra que le Burkina Faso a résisté, déclara-t-il. Un reporter de Reuters posa la question brûlante. « Monsieur le Président, la Russie est-elle intervenue pour vous protéger ?» Traoré répondit avec son sourire caractéristique. « Dans ce monde, on juge un ami à sa fidélité dans les moments difficiles. La vérité éclatera en temps voulu. » Dans les capitales accusées d'avoir comploté, la confusion régnait. Des communiqués niant toute implication furent publiés à la hâte, réaffirmant le respect de la souveraineté burkinabé. Ces déclarations furent accueillies avec mépris à Ouagadougou. L'Union africaine, silencieuse pendant la crise, publia une note diplomatique tiède, prenant acte du retour de Traoré et suivant l'évolution de la situation. Cette position timorée indigna ses partisans. Dans les rues de Ouagadougou, la fête battait son plein, concerts improvisés, danses traditionnelles, discours enflammés. Un slogan émergea. « Nous n'avons pas besoin de ceux qui nous ont abandonnés », visant les pays occidentaux et les institutions africaines absentes. Dans une allocution télévisée sobre, Traoré évoqua une tentative coordonnée pour renverser un gouvernement légitime qui dérange par son indépendance. Il remercia ceux restés fidèles aux principes de souveraineté et d'autodétermination, une allusion au soutien russe,
Il annonça la suspension immédiate de plusieurs accords militaires avec des pays occidentaux et la révision de traités économiques jugés déséquilibrés. Ces décisions furent accueillies avec enthousiasme par une population acquise aux thèses souverainistes. Dans son bureau, Traoré reçut un appel du Kremlin. La conversation resta confidentielle, mais des sources évoquèrent des garanties de coopération renforcée et un nouveau chapitre dans les relations russo-africaines. La nuit tombait sur un Burkina Faso transformé. Une conscience politique aiguisée et une méfiance accrue envers les partenaires traditionnels marquèrent le pays. Un mois après son retour, Traoré convoqua une conférence internationale à Ouagadougou, intitulée « Vers une indépendance africaine véritable, souveraineté politique, économique et culturelle ». Seuls les pays ayant respecté la souveraineté burkinabé durant la crise furent invités. De nombreux dirigeants africains, autrefois hésitants, confirmèrent leur participation. La popularité de Traoré atteignait des sommets et peu pouvaient ignorer ce nouvel axe de pouvoir en Afrique de l'Ouest. C'est un tournant historique, commenta Aminata Koné, politologue à l'université de Ouagadougou. Traoré a transformé une tentative de coup d'État en une opportunité de redéfinir les relations internationales de l'Afrique. La Russie envoya une délégation importante, menée par un vice-premier ministre. Des accords de coopération à long terme furent signés dans l'énergie, les infrastructures et la défense. Moscou s'engageait durablement dans une région traditionnellement sous influence occidentale. Dans son discours d'ouverture, Traoré proposa une vision pragmatique. L'Afrique n'a pas besoin d'ennemis, mais de partenaires respectant ses choix. Nous ne rejetons personne, mais nous exigeons l'égalité. Sur la place de la Révolution, Mariam Ouedraogo, institutrice de 35 ans, résumait le sentiment populaire. « Jamais plus nous ne serons la colonie de quiconque. Nos ressources nous appartiennent, notre avenir nous appartient. » Cette aspiration se traduisait par des initiatives concrètes. Des jeunes entrepreneurs lançaient des projets d'autonomie énergétique et alimentaire, des systèmes solaires décentralisés, éclairaient des villages et des coopératives. Agricoles réduisaient la dépendance aux importations. Un documentaire, Traoré, l'Afrique debout, battit des records d'audience. Il retraçait le parcours du président, de son enfance modeste à sa résistance face aux pressions internationales, le présentant comme le symbole d'une nouvelle génération de dirigeants africains. Les pays restés silencieux durant la crise tentèrent de rétablir des relations avec Ouagadougou, envoyant des émissaires avec des propositions de coopération. Mais l'administration Traoré privilégiait les nations ayant manifesté leur soutien. Lors d'un sommet économique régional, plusieurs chefs d'État proposèrent que le Burkina Faso prenne la tête d'une alliance panafricaine axée sur la souveraineté économique. Cette idée, impensable auparavant, témoignait du nouveau statut du pays. À Ouagadougou, un mémorial fut érigé, mêlant éléments traditionnels et modernes, avec des inscriptions en langue locale célébrant la résistance et l'espoir. Les analystes internationaux débattèrent de l'émergence d'un modèle burkinabé, nationalisme économique, diversification des partenariats et mobilisation populaire. Certains y voyaient une menace, d'autres un rééquilibrage nécessaire. Les services de renseignement occidentaux surveillaient l'influence russe croissante au Sahel, mais reconnaissaient son ancrage populaire. Traoré fit retirer des monuments coloniaux de la capitale, les remplaçant par des statues de héros nationaux et panafricains, comme Thomas Sankara. Un soir, depuis le toit du palais présidentiel, il confia à un proche. « Ils ont cru pouvoir m'effacer. Ils m'ont offert l'opportunité d'écrire un nouveau chapitre pour notre pays, peut-être pour notre continent. » À l'horizon, les lueurs du jour illuminaient une ville transformée. Dans les rues, les cafés, les universités, on parlait d'avenir, de projets, de renaissance. Le Burkina Faso avait traversé une crise existentielle et en sortait plus fort, plus uni, déterminé à forger son destin. Le soleil se couchait sur une ère et se lèverait sur une autre. L'Afrique observait, prête à suivre ce chemin vers une indépendance véritable.